Donc cet état-là, vraiment, il est universel, il est présent dès la naissance, c'est une fonction de notre cerveau et une fonction, je dirais, qu'on n'exploite pas suffisamment parce que c'est une malle à trésor. Je m'appelle Margot, je suis docteure en psychologie, hypnothérapeute. J'ai travaillé 15 ans à l'hôpital Robert Debré, qui est un des hôpitaux pour enfants de Paris. Je suis également formatrice en hypnoanalgésie pour les soignants hospitaliers, c'est-à-dire à l'hypnose pour accompagner les soins potentiellement douloureux. En tant que psychologue, j'ai une approche classique de psychologue et en même temps, je suis hypnothérapeute. Et moi, vraiment, je mêle les deux. Ce sont des approches qui sont hyper complémentaires. J'ai toujours eu une imagination, une créativité débordante. Et très naturellement, je me suis intéressée à l'hypnose dès l'adolescence. J'ai toujours eu un intérêt, une curiosité en fait pour l'hypnose, pour la métaphore, pour le raisonnement analogique. Ma thèse s'est portée sur l'utilisation de la métaphore chez l'enfant. J'ai expérimenté après l'hypnose en travaillant à l'hôpital. J'ai découvert que c'était un outil absolument incroyable qui permettait en fait aux patients, enfants ou adultes, d'aller trouver en eux des super compétences, des super ressources pour accompagner leur quotidien, que ce soit en matière de stress, d'anxiété, de douleur aussi, de douleur physique. Alors, il faut savoir que l'hypnose, avant tout, c'est un état modifié de notre conscience. Ce n'est pas un état de sommeil, ça c'est une fausse croyance, même si ça vient du grec hypnos qui signifie sommeil. C'est un état un peu intermédiaire, vous savez, ces moments où on est un peu déconnecté, on est dissocié, on est un peu autre part, ailleurs. Et cet état-là, il est présent dès la naissance, il est complètement inhérent à nous, les êtres humains. Lorsqu'on est dans cet état-là de conscience, en état d'hypnose, alors on peut un peu plus facilement, même plus facilement, accéder à des super compétences, des super ressources qu'on a tous en soi. Parce que finalement, tous les jours, sans s'en rendre compte, il y a plein de moments où on se met dans cet état de conscience modifié, en état d'hypnose. C'est une manière d'être au monde, c'est une manière de percevoir, c'est une posture en soi. Parce qu'à un moment donné, je m'interrogeais sur les liens, sur les différences, les ressemblances entre méditation et hypnose. Et la métaphore qui m'était venue, c'était celle d'un jardin, un jardin intérieur. Et je dirais que la méditation, ce serait être dans ce jardin, être là, observateur, ne rien faire que d'être là, ressentir ce qu'il y a à ressentir, accueillir ce qu'il y a à accueillir. Et faire de l'hypnose, ce serait être aussi dans ce jardin, mais en hypnose, on va être actif. On va aller s'occuper d'une partie du jardin, on va aller planter certaines fleurs, on va aller jardiner, on va aller faire du tri. Voilà, c'est ça qui m'est venu quand je cherchais à comparer un peu les deux. L'hypnose, moi, dont je vous parle, c'est celle qu'on utilise dans le cadre de la santé et qui peut se faire en lien avec un hypnothérapeute. Ou après, il y a ce qu'on appelle aussi l'auto-hypnose. C'est la capacité de pouvoir se mettre seul dans cet état-là et d'en faire quelque chose, d'avoir une posture active. L'hypnothérapie va utiliser, enfin en tout cas va partir de cet état-là, va avoir élaboré des techniques de soins pour accompagner, pour parfois modifier des choses, guérir, renforcer des choses. L'hypnothérapie, c'est très particulier, c'est qu'on va quelque part imaginer un scénario, un script, on va utiliser beaucoup de métaphores, on recourt beaucoup à la métaphore pour évoquer des situations de la vie quotidienne. Et c'est ça la différence. C'est pour ça qu'on parle d'hypnothérapie, parce qu'il y a une démarche thérapeutique. Et il y a des techniques, moi j'utilise souvent la technique de fixation sur un point. Progressivement, ça fait qu'on a un état d'écoute et d'attention
au monde qui petit à petit se transforme, change. Et puis là, on arrive à ce fameux état d'hypnose. Il y a des hypnothérapeutes qui vont utiliser un son répétitif, d'autres la respiration. Et pour moi, la métaphore, elle a une fonction très importante. Elle est précieuse, je pense, dans la compréhension du monde, même en général, et elle est reine en hypnose. On l'utilise tout le temps. La métaphore, elle est extrêmement puissante parce que on parle du fonctionnement logico-mathématique de la pensée raisonnée, raisonnable, mais la pensée, c'est aussi une pensée analogique. C'est celle qui fait que on peut voir une ressemblance, une analogie entre deux situations qui parfois en apparence n'ont rien en commun. Voilà, donc en fait on va utiliser des métaphores parce que notre cerveau adore en fait l'utilisation de la métaphore et tout de suite ça parle, que ce soit chez l'enfant ou chez l'adulte. D'ailleurs, si vous regardez dans les techniques de communication, la publicité, enfin, on recourt beaucoup à la métaphore. Et parce que tout de suite, paf, ça fait sens, ça parle au cerveau. C'est un outil fabuleux parce qu'on devient actif de quelque chose. Et ça, c'est hyper gratifiant. Et pour l'estime de soi, la confiance en soi, enfin, c'est génial. Qu'on a compris comme la métaphore, elle avait un pouvoir extraordinaire. Et ben on peut l'utiliser au quotidien pour toutes les choses de sa vie, en fait. Il y a une métaphore aussi que j'utilise beaucoup avec mes patients, que ce soit les enfants, les ados ou les adultes. Quand ils vivent un passage difficile, quand ils ont vécu des traumas ou voilà, des moments difficiles, j'utilise la métaphore de la blessure. Donc je leur explique que lorsqu'on se blesse, lorsqu'on se fait mal, au début, la plaie, elle peut être impressionnante, ça peut faire très peur, ça peut faire très mal, ça peut être très inquiétant. Et puis, au fur et à mesure du temps, eh bien, on peut observer que la peau, elle a cette capacité naturelle de réparer au fur et à mesure des jours. Elle a cette capacité naturelle de réparer les choses, que parfois on a besoin aussi d'une aide extérieure pour réparer un peu plus, et que après, au fur et à mesure du temps qui passe, ça peut laisser une marque, parfois une fine cicatrice presque invisible, parfois ça laisse une marque un peu plus visible, et qu'on peut vivre avec malgré tout. Et parfois, il y a des événements, il y a des moments dans la vie qui font que c'est rendu un peu plus visible, que si on appuie dessus, ça va venir réactiver un peu des sensations, des émotions. Mais que, voilà, comme les arbres qui portent les marques sur leur tronc de toutes les tempêtes, de tout ce qu'ils ont vécu, ils sont malgré tout bien ancrés dans le sol et continuent de se développer à chaque saison et de bien grandir. Si on observe nos enfants jouer dans une cour de récréation ou à la maison avec les poupées, etc., les enfants sont en état d'hypnose, ils sont déconnectés, autre part ailleurs. Alors, je pense qu'en fait, en tant que parents, on a tous raconté une histoire à nos enfants avec un support, avec un livre ou qu'on imagine, et on a tous fait de l'hypnose en fait avec nos enfants. À partir du moment où on raconte une histoire, où l'enfant part autre part ailleurs dans l'imaginaire, et on sent bien qu'il y a une ambiance très particulière, que le rapport même à l'espace, au temps, il n'est plus tout à fait le même dans ces moments-là. Donc on est embarqué avec son enfant dans ces moments-là, on est ensemble en état d'hypnose. Après, c'est plus facile avec les enfants qu'avec les adolescents et les adultes, qui vont être plus défendus, qui vont avoir plus de résistance et peut-être parfois se laisser un peu moins aller. L'idée pour que ça fonctionne, c'est qu'on soit compris, qu'on soit entendu, que l'autre capte ce qu'on lui dit, que ça fasse sens. Il y a aussi une contrainte d'âge. On ne fait pas d'hypnothérapie en général avant 4-5 ans. Être réceptif à l'hypnose, ça suppose de comprendre ce que l'autre dit, de mettre les images dans sa tête,
Et avant 4-5 ans, la pensée de l'enfant, elle n'est pas encore suffisamment abstraite, suffisamment élaborée pour pouvoir faire tout ce travail cognitif qui nécessite mémoire, attention, compréhension verbale. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'hypnose possible avant 4-5 ans, puisqu'il suffit de mettre une musique, une berceuse, un temps calme, un son répétitif, le toucher, pour que l'enfant s'installe dans cet état-là. Et ça peut être très appréciable. Mais l'hypnothérapie en elle-même, où vraiment l'enfant va être en posture active, la pleine période faste pour faire de l'hypnose, c'est CP, CM2 en fait. Un enfant qui aurait vécu un accident de voiture ou un traumatisme, on va l'inviter à verbaliser les choses évidemment, mais ça peut être en hypnose d'aborder les choses sous l'angle de la métaphore, de lui dire voilà, parfois dans la vie il y a des tempêtes très très fortes qui arrivent. Quand on est dans la tempête, on peut avoir peur, on peut se sentir très inquiet, on peut trouver un abri parfois en attendant que ça passe, et puis parfois on n'a pas le choix que d'être exposé à cette tempête. Et puis après, lorsque la tempête s'éloigne et s'estompe, alors on peut observer un peu les dégâts, les tuiles envolées, le toit arraché. Et puis après, vient le temps de réparer les choses, de pouvoir retrouver un certain apaisement, une certaine tranquillité. D'ailleurs, il y a plein de travaux en neuroimagerie, en médecine, qui montrent à quel point les suggestions hypnotiques, l'hypnose, a une efficacité réelle en fait. S'imaginer en train de faire une balade à cheval, ça ne va pas activer les mêmes aires cérébrales qu'en hypnose si on suggère au patient d'être sur un cheval et de faire une balade à cheval. Puisqu'en hypnose, les aires cérébrales qui sont activées sont celles de la motricité, les aires sensorielles. Donc c'est comme si on y était pour de vrai. Et c'est pas pareil que raconter ou se souvenir. Donc moi je suis formatrice en hypnose aussi, en hypnoanalgésie dans les hôpitaux. Donc ça veut dire que je forme les soignants hospitaliers, donc souvent les infirmières, les aides-soignantes, à l'utilisation de l'hypnose pour accompagner les soins, en complément d'un abord médicamenteux. Ce n'est pas l'hypnose ou les médicaments. Donc on co-construit comme ça un script, une histoire, un scénario qu'on peut élaborer en amont du soin. Ça peut être même plusieurs jours avant, ça peut être quelques mois avant, ou parfois on n'a que quelques secondes. Je pense aux services, aux urgences par exemple, où parfois on n'a que quelques secondes pour capter l'attention de l'enfant, entrer en lien avec lui, créer un lien de confiance, puis ensuite, au fur et à mesure, on improvise avec lui, et puis on part dans un ailleurs. Et en tant qu'hypnothérapeute, notre travail, c'est de à la fois être ailleurs autre part dans l'imaginaire avec l'enfant, et en même temps d'avoir un œil sur ce qui se passe tout autour pendant le soin, pour que ça colle, et c'est presque un travail de haute couture en fait. Il est même prouvé que utiliser une séance d'hypnose au moment de l'endormissement en anesthésie générale, ça fait que l'anesthésiste recourt à moins de produits anesthésiants. Par exemple, un soin dentaire, je me souviens d'un enfant à qui on devait arracher plusieurs dents, et donc il y avait beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress. On avait co-construit une histoire ensemble, et lui, il avait imaginé que la bouche devenait une grotte dans laquelle le chirurgien dentiste allait progressivement venir éclairer les choses, puis aller chercher des trésors. Donc les trésors, c'était les dents, et puis parfois il y avait un peu de résistance parce qu'il fallait aller un peu plus profondément dans le sol pour aller chercher le trésor, puis avec de bonnes conditions, une bonne lumière, et cette lumière qui allait pouvoir bien éclairer, et plus la bouche de l'enfant s'ouvrait, plus elle faisait passer la lumière, et plus c'était facile pour le chirurgien dentiste d'aller repérer les trésors, puis d'aller les retirer, les extraire. Quand j'en ai besoin,
Par exemple, si je me sens fatiguée, si j'ai une nuit courte, alors je vais me mettre en auto-hypnose et puis je me suis fabriqué mes petits scripts à moi. Par exemple, je peux imaginer une Margot installée dans un lit super confortable, dans une maison de campagne que je ne connais pas, que je crée. Super maison, hyper confortable, fenêtre ouverte, chevaux, lit ultra moelleux, couverture très douce. Et j'imagine une Margot, donc je me dissocie, j'imagine une Margot qui s'installe dans ce lit-là, pendant que l'autre Margot continue sa vie, sa journée. Et je me fais la suggestion à moi-même que la Margot qui dort, non, que la Margot qui continue sa journée va au fur et à mesure que l'autre dort récupérer tous les bénéfices de cette sieste. Alors si tout ça vous donne envie de découvrir l'hypnose avec vos enfants, je vous invite à aller sur Petit Bambou et aller dans la catégorie hypnose jeunesse.